Monsieur Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons je vais donner la parole au docteur Nassim Boueraoua, qui va vous parler d'une technique dont, miraculeusement, le nom a été prononcé tout à l'heure, celui de la neurotisation. La neurotisation cornéenne mini-invasive, donc une approche chirurgicale nouvelle pour la prise en charge des kératites neurotrophiques réfractaires. Je dois dire que la kératite neurotrophique a été le cul-de-sac de l'ophtalmologie depuis toujours. Et moi-même, lorsque j'ai commencé, même je suis avancé en ophtalmologie, lorsque quelqu'un arrivait avec une cornée dénervée, une kératite neuroparalytique, eh bien, on considérait que la cause était perdue, et maintenant, eh bien, il y a des nouvelles possibilités. Nassim, à vous. Merci. Donc, merci de l'invitation, professeur Laroche, qui a été mon maître au cours de ces dernières années, puisque j'ai été donc nommé MCUPH dans son service, puis j'ai pu réaliser ma thèse de recherche dans son équipe, sous sa direction. Merci également au professeur François Soussoir-Maille de m'avoir invité. Et puis je remercie également le professeur Laurent qui m'a accueilli comme interne dans mon premier stage d'internat et qui m'a formé à l'ophtalmologie avec une grande patience, alors que j'étais au premier semestre, et qui m'a enseigné vraiment l'ophtalmologie avec une grande rigueur, et je le remercie. Alors, donc, le sujet que je vais aborder, c'est la neurotisation de la cornée. Et donc, pourquoi s'intéresser à la cornée? Donc, on l'a vu dans la vidéo précédente. La cornée, donc, elle est située à la face tout avant de l'œil. Donc, c'est une structure qui est transparente. Et cette transparence est donc importante pour laisser passer donc, les rayons lumineux. Elle est composée de différentes couches. Donc, on a un épithélium à la face tout antérieure, un stroma, et puis un endothélium à la face postérieure. À la périphérie de la cornée, on a des cellules souches. Ces cellules souches permettent le renouvellement continu de la cornée, et il faut qu'il y ait des cellules souches en bonne quantité, que le limbe soit une structure qui soit en bon état pour que le renouvellement de l'épithélium et du stroma soit maintenu. En plus de cela, la cornée en fait, est une structure qui est très densément innervée, et donc on a une innervation de la cornée qui provient de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, qui arrive au niveau du stroma cornéen périphérique, une profondeur d'environ 300 microns, et on va avoir des troncs qui vont cheminer dans le stroma, qui sont un peu épais, puis qui vont se ramifier de façon perpendiculaire petit à petit, jusqu'à arriver dans l'épithélium pour former des terminaisons épithéliales. Quand on regarde donc ça sur des schémas, et si on regarde sur des images in vivo, sur des modèles animaux de souris transgéniques exprimant une protéine fluorescente dans les axones, on peut voir la grande densité d'innervation, soit sur ici tout en haut une coupe de toute la cornée, soit si on décompose les différentes images, on peut voir les troncs du stroma un peu plus épais à droite, le plexus sous-basal qui forme une image typique de spirale au milieu, et les terminaisons nerveuses qui sont au milieu à gauche. Si on fait une coupe perpendiculaire, on peut voir donc, toutes ces terminaisons qui sont dans l'épithélium marqué en bleu, qui sont très nombreuses. Et ces terminaisons qui vont transmettre des influx sensitifs au niveau du tronc sanguin. Ces fibres cornéennes, elles sont là vues de façon globale en vert, mais en fait elles sont de différentes catégories, elles ont différents rôles. On en a qui sont des récepteurs mécaniques qui vont être sensibles lorsqu'on va toucher la cornée, d'autres qui sont des récepteurs dits polymodaux qui sont plutôt sensibles à des stimulations chimiques ou thermiques, donc, par exemple des gaz lacrymogènes qui font pleurer, l'oignon qui fait pleurer, et puis des récepteurs dits au froid qui sont sensibles à une baisse de température. C'est typiquement quand on sort à l'extérieur et qu'il fait un peu froid, qu'il y a du vent, que l'œil se met à larmoyer. Donc on peut individualiser maintenant ces différents types de fibres avec des récepteurs spécifiques qui ont été individualisés, par exemple des récepteurs qui s'appellent piezo 2 pour les fibres mécaniques ou TRPM8 qui sont des canaux sodiques pour les fibres au froid. Donc en fait, si on décompose la même image qu'on avait tout à l'heure dans les différentes composantes, on peut avoir par exemple en rouge, on a ici les fibres mécaniques, on peut surajouter par-dessus en vert les fibres polymodales, et avec on voit qu'il y a des fibres qui vont exprimer les deux types de composantes qui vont être en jaune. Et puis on peut rajouter également les fibres au froid en bleu. Et donc on obtient une multitude de combinaisons avec des fibres qui expriment une, deux, trois, voire plusieurs modalités. À fort grossissement, ici on voit le centre de la cornée.
avec les différentes modalités. Et puis ici en bas à gauche, on voit un ganglion trigéminé, une coupe, et on voit également que les différents neurones au niveau du ganglion expriment les différentes modalités. Donc en fait, là, on parle d'innervation de la cornée, mais en fait, l'innervation de la cornée est très complexe et est très importante dans la fonction de la cornée. Donc justement, quel est le rôle de cette innervation? L'innervation, en fait, donc, elle va transmettre des influx sensitifs dès qu'on va avoir une stimulation, donc, soit mécanique, thermique, chimique ou au froid, qui vont arriver au niveau du ganglion trijumeau. On va une première synapse qui va arriver ensuite au niveau du cortex, et on va avoir soit une synapse avec le ganglion salivaire supérieur, soit une synapse avec le noyau moteur du 7, et on va avoir soit donc un réflexe de larmoiement, soit un réflexe de clignement protecteur. Donc on a deux réflexes protecteurs pour la cornée qui sont transmis par l'innervation, réflexe de clignement et réflexe de larmoiement. En plus de ça, les nerfs de la cornée ont leurs terminaisons qui sont dans l'épithélium, qui vont sécréter des peptides qui vont promouvoir la trophicité de l'épithélium. Typiquement, un qui est bien connu, qui est la substance P, va promouvoir l'épithélium, qui à son tour, l'épithélium, lui, va sécréter du NGF, le facteur de croissance de l'innervation, qui va permettre à l'épithélium d'être trophique. Donc, qu'est-ce qui se passe en absence d'innervation dans la cornée? Eh ben, on va avoir des symptômes qui vont aller de ce qu'on appelle la sécheresse oculaire à la kératite neurotrophique lorsqu'on a une dénervation très importante, où on voit ici, sur l'image au centre, un ulcère de cornée ici, qui est lié à l'absence d'innervation de la cornée. Et quand cette innervation est vraiment complètement absente, on peut avoir donc jusqu'à des fontes de la cornée et des perforations. Le problème, c'est qu'on n'a pas de thérapie possible pour ces patients, puisqu'on ne sait pas régénérer l'innervation de la cornée. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi éventuellement, si jamais on voulait restaurer une transparence de la cornée, serait faire une greffe de cornée. Mais les greffes de cornée ne sont pas possibles en absence d'innervation, puisqu'il faut qu'il y ait une innervation dans la cornée pour qu'elle puisse cicatriser. Donc, en absence d'innervation, on va avoir une perforation de la cornée, et on ne peut pas faire de greffe, puisqu'elles-mêmes vont se reperforer. Et donc ce concept était déjà bien connu, je l'ai retrouvé dans un précis de physiologie de François Magendie en 1824, et il montrait donc dans son exposé que les patients qui avaient une section de la branche ophtalmique avaient une perforation, et donc il disait que la nutrition de l'œil était sous l'influence nerveuse. Donc un problème, une problématique qui date de très longtemps et qui n'avait toujours pas de solution. Dans quel cas on peut avoir une atteinte de l'innervation de la cornée? Ça peut être dans des atteintes des pathologies de la cornée, alors après une chirurgie réfractive, après une chirurgie de la cataracte, après des infections de la cornée, après une greffe de cornée, toutes ces atteintes vont sectionner les terminaisons nerveuses et vont entraîner une section nerveuse. Ça peut être également dans des cas de chirurgie orbitaire ou dans le cas de chirurgie pour des neurinomes de l'acoustique, des méningiomes. Lors de la chirurgie, la branche ophtalmique va être lésée. Alors chez les patients, on peut imager les troncs nerveux, pas à la même résolution que sur les modèles animaux, mais on peut voir avec des microscopes confocaux le plexus sous-basal à gauche ou des troncs un peu plus profonds dans l'intérieur de la cornée. Et après, on peut, avec des logiciels, les quantifier pour analyser, si on veut, la morphologie, la tortuosité ou la réflexivité de ces axones. Ici, un exemple d'imagerie, chez un patient qui a une kératite neurotrophique, on ne retrouve plus d'axones dans la cornée du patient. On peut également évaluer la fonction de ces axones avec un estésiomètre qu'on appelle le Cochet-Bonnet, qui est un petit filament qui touche la cornée, qui permet de savoir si le patient ressent, qui est assez rudimentaire, qui va surtout toucher la sensation mécanique, mais on peut, avec un estésiomètre plus perfectionné, évaluer l'estésiomètre de Belmonte, qui est un professeur de médecine et de physiologie espagnol, qui a créé un institut de neurosciences, et qui a à Alicante, et qui a développé cet estésiomètre qui permet, avec un jet d'air, en modifiant la température et l'acidité de ce jet d'air par des bonbonnes de CO2, permet d'évaluer la sensibilité cornéenne dans les différentes modalités mécaniques, thermiques, chimiques, donc qui est plus intéressant. Alors, quelle prise en charge pour les patients? Dans la partie des pathologies cornéennes, laser rétinien ou chirurgie orbitaire, il reste encore des terminaisons nerveuses dans la cornée. Donc tout n'a pas été sectionné, donc là, dans ces cas-là, on va essayer de promouvoir ce qui reste. Et donc on va essayer soit des larmes artificielles pour essayer de lubrifier un maximum la surface de l'œil et la protéger,
soit utiliser du séromotologue, qui est un collier fait à partir du sang des patients qui contient des facteurs de croissance, comme le facteur de croissance du NGF et un force factor, qui va permettre de promouvoir les fibres nerveuses axonales qui sont encore dans la cornée. Soit on peut utiliser des membranes amniotiques pour aider à cicatriser. Ces membranes amniotiques contiennent aussi des facteurs de croissance. Soit parfois aussi on ferme la paupière pour limiter l'exposition de la cornée, donc pour remplacer un peu le réflexe de clignement qui a disparu. Par contre, dans l'autre partie des lésions, thermocoagulation du sein, ou tumeurs de la fosse postérieure qui ont été opérées, on n'a plus du tout d'axone dans la cornée, donc on ne peut pas agir pour essayer d'augmenter leur densité. Donc c'est là que s'est positionnée la neurotisation de la cornée. Alors la neurotisation de la cornée, l'idée de la neurotisation, c'est de réanimer un territoire sensitif ou moteur, ça a été discuté dans la dernière session, d'après ce que j'ai pu longtemps. Et donc c'est utilisé en chirurgie réparatrice, orthopédie, ORL, et donc un nerf sain de moindre valeur, on va l'utiliser, soit pour neurotiser directement le territoire, soit en utilisant un lambeau nerveux libre ou synthétique, et la qualité de l'anastomose et le matching entre les tailles des axones est un des facteurs pronostiques les plus importants. En ophtalmologie, donc l'historique de la neurotisation cornéenne commence en 1972 avec des premiers cas décrits avec une voie coronale où un nerf sural était anastomosé par un nerf occipital pour essayer de réinnerver la cornée. En 2009, il y a les premières notions de neurotisation directe, où cette fois-ci c'est le nerf supratrochléaire ou le nerf supraorbitaire qui sont déviés par voie coronale pour réinnerver l'autre œil, l'œil malade. Et puis en 2014, au Canada, une équipe s'est intéressée à une neurotisation mini-invasive en utilisant un lambeau nerveux libre connecté au nerf supraorbital. Ce lambeau nerveux, c'est le nerf sural. Et puis nous, notre équipe, en 2017, on a publié donc, notre technique avec l'utilisation d'un lambeau nerveux de nerf grand auriculaire connecté au nerf supratrochléaire avec une série de cas intéressants. Donc en tout, dans la littérature, seulement 35 cas publiés, donc une technique qui n'a pas du tout encore pris son essor, avec les publications qui arrivent seulement depuis 2-3 ans. Donc nous, on a mis au point donc, cette technique en double équipe avec une collaboration avec un chirurgien ORL qui travaille à l'hôpital André Mignot, qui est le docteur Ben Qatar. Et donc on a d'abord fait un travail à l'école de chirurgie, de dissection, de mesure de temps et de faisabilité. Et on a intitulé cette technique de Mycon with GAN, c'est donc la mini-invasive corneal neurotisation with a great recurrent nerve graft. Ça c'était intitulé pour les publications internationales. Donc comment ça se passe la méthode chirurgicale? Donc imaginons par exemple un patient qui a une atteinte de l'œil ici, de l'œil gauche. Donc on va prendre par exemple le nerf grand auriculaire au niveau du cou. Ce nerf grand auriculaire, on va s'en servir comme un lambeau nerveux libre. On va connecter au nerf supratrochléaire du côté sain, ici. Et donc ce nerf grand auriculaire va nous servir d'autoroute pour guider les axones supratrochléaires qu'on a détournés vers la cornée. Donc en pratique, ça se passe comme ceci. Donc on repère le nerf grand auriculaire, on dissèque, on va le sectionner, on repère le nerf supratrochléaire, pareil qu'on repère, qu'on va sectionner, et on va anastomoser ce nerf supratrochléaire avec le nerf grand auriculaire qu'on aura tunnelisé sous le fond. Les deux nerfs ont des tailles très similaires, très proches, et donc on anastomose par un point de suture. Puis on va amener les axones à la cornée qu'on va enfouir sous la conjonctive. Donc voici l'aspect en post-opératoire. Voici un exemple clinique, une patiente qui avait été opérée d'un urinome de l'acoustique et qui avait en post-opératoire développé au niveau de son œil droit une kératite neurotrophique avec une absence d'innervation ici, comme on peut voir en microscopie confocale. Là, l'œil contralatéral qui est transparent avec plein d'axones au niveau de la cornée. Après chirurgie de neurotisation de la cornée, au bout de 3 mois, on les suit donc en microscopie confocale. On peut voir les premiers axones arriver dans la cornée, mais avec des formes qui sont encore anormales et peu développées. À 6 mois, on a des filets nerveux qui sont beaucoup plus développés, et on voit que cette innervation persiste à 12 mois, et maintenant on les suit jusqu'à 2 ans et 3 ans, et on a toujours donc une innervation dans la cornée. Ce qui se passe, c'est que la sensation au niveau de la cornée ne revient pas instantanément, c'est plutôt à partir de 9 mois qu'on détecte une anesthésiométrie.
La cornée a toujours un aspect opaque à cause de la cicatrice, mais maintenant on peut envisager donc de faire une greffe de cornée pour rendre la transparence à la cornée du patient. Pourquoi l'innervation est arrivée dans la cornée, mais la sensation n'est pas arrivée en même temps? Tout simplement parce que si on regarde le développement, donc ici c'est un modèle animal, si on a suivi par exemple le développement de l'innervation dans la cornée au cours du temps, et on voit qu'en fait tout d'abord on a les axones qui pénètrent dans la cornée, mais en coupe on n'a pas encore les terminaisons nerveuses effectives, elles n'arrivent que après. Donc c'est exactement ce qui se passe dans la cornée. On visualise les axones arriver dans la cornée, mais ils ne sont pas encore fonctionnels. C'est que quand les terminaisons nerveuses sont fonctionnelles et sont au niveau de l'épithélium qu'on a une sensibilité qui est revenue. On a également suivi les patients en IRM fonctionnel afin de comprendre les territoires du cortex qui étaient connectés chez les patients. Et ici, par exemple, donc cette patiente qui avait été opérée de l'œil droit, on voit qu'au niveau du cortex, ça s'allume au niveau de l'œil droit. Du côté droit, donc avec la dépulsation, ça correspond au territoire gauche qui a été connecté. Donc on a bien en microscopie controfocale une innervation visible, en esthésiométrie une sensation qui est revenue, et une connexion au niveau du cortex. Donc les résultats de nos patients, c'est ce que je disais, donc une densité nerveuse qui est revenue, pas la normale mais qui est positive, une esthésiométrie qui est positive aussi, un temps opératoire qui varie entre 2 heures et 3 heures en fonction des cas, et maintenant un suivi jusqu'à 3 ans avec 15 patients opérés. Les complications qu'on a pu noter, donc c'est une perte de sensibilité au niveau du lobe de l'oreille du côté où on a prélevé le gland auriculaire, mais qui récupère en général au bout de 6 à 8 mois. Au niveau du front, on n'a pas de perte de sensibilité, on n'a pas eu de névrome dans les territoires qui ont été sectionnés. Les cicatrices avaient un aspect satisfaisant, on n'a pas eu de récif d'ulcère neurotrophique chez les patients. Pour conclure, c'est une technique qui est nouvelle, qui permet de prendre en charge ces ulcères neurotrophiques qui jusqu'à présent n'avaient aucune thérapie possible, par une voie mini-invasive. On utilise un nerf ventriculaire qui a l'avantage d'être dans le même champ opératoire, donc un gain de temps, un gain en termes de morbidité par rapport au nerf sural, une taille très proche d'un supratrochléaire, donc pour l'anastomose, on a des résultats qui sont a priori supérieurs, moins de comorbidité. La physiopathologie, on ne la maîtrise pas encore parfaitement, donc c'est tout l'intérêt de ces IRM fonctionnels et de ces expériences d'esthésiométrie. Et puis après, sur les greffes de cornée, on réalisera aussi des histologies pour comprendre le type d'innervation qui s'est développé dans la cornée, pour essayer de comprendre comment, sur un territoire qui n'est pas exactement le même, on a la connexion au niveau du cortex, pour avoir un réflexe d'armement, de clignement, de cicatrisation. Et voilà, donc ça nous permettra après de réaliser des greffes de cornée chez les patients pour réhabiliter la vision. Voilà, toute cette technique est décrite avec le premier cas dans une revue qui a été publiée l'an dernier, et je vous remercie de votre attention. Bien, merci Nassim pour ce très beau travail, et je dois dire à l'Académie que vous êtes non seulement, votre activité n'est pas que gestuelle et chirurgicale, mais tout le travail scientifique que vous avez présenté, c'est effectivement votre travail de thèse de science, et je dois dire ici que le jury international qui a jugé cette thèse a fait le commentaire suivant: ce travail est la principale avancée dans ce domaine depuis 10 ans. Donc Nassim a réalisé une vraie, comment dirais-je, a vraiment créé de la connaissance dans ce domaine-là, et il a su, dans une démarche translationnelle qui est notre but à tous, faire passer ces connaissances acquises au laboratoire vers le patient et reculer une limite qui, pour nous paraissait insurmontable, c'est-à-dire la kératite neuroparalytique. On réinnerve la cornée et ensuite on va la greffer. Y a-t-il des questions dans la salle sur cette communication ? C'est sûrement une question de néophyte, mais quand vous faites une greffe de cornée, alors comment elle se fait cette réépithélisation par les nerfs? En fait, quand on fait une greffe de cornée, on sait que la greffe de cornée se fait sur les 8 mm centraux, et la cornée fait 13 mm. Donc tous les axones qui sont en périphérie vont être sectionnés, et il faut attendre que le greffon soit innervé par les axones périphériques. Mais on a quand même ces axones périphériques qui sont toujours présents, qui continuent de sécréter
même s'ils ont été sectionnés, ils sécrètent encore des substances qui permettent à l'épithélium de se maintenir, et puis il y a aussi les cellules souches qui permettent aussi à l'épithélium de se maintenir. Donc il y a quand même une base neurale qui produit des peptides qui permettent à l'épithélium de se maintenir. Mais si on fait une greffe de cornée alors qu'il n'y a pas du tout d'innervation, là, elle ne cicatrisera jamais. Donc c'est grâce à cette collerette périphérique qui existe encore. Merci. Vous n'avez pas du tout parlé d'une chose qui se posait pour notamment les greffes les sutures de nerfs au niveau des doigts, c'est le nombre. Alors je pense que c'est ça la différence entre le sural et l'auriculaire, c'est que vous arrivez de plus en plus à affiner le nombre d'axones au sein du nerf pour qu'il y ait une concordance. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre par exemple sur le nombre d'axones dans un nerf de jumeaux et d'auriculaire? Vous essayez de faire quelque chose en fait qui correspond à ça. Le grand problème qu'on a dans la repousse nerveuse, c'est que les axones prennent le bon chemin. Voilà, dans ma vieille histoire. Ouais. Comment vous gérez ce problème? Est-ce que vous avez fait des études aussi de coupe des nerfs pour voir si elles se mettaient bien en face les uns des autres? Est-ce que vous avez géré ce problème ou vous l'avez fait au hasard? Non, donc le nerf supratrochléaire, on le sectionne et on va anastomoser le grand auriculaire qui va juste nous servir de gaine. Oui, pour le moment, vous faites ça donc, pour le moment, sans aucune aide technique à la suture. Vous faites une suture de microchirurgie tout à fait banale. Vous n'avez pas des idées de colorants pour essayer de trouver les axones, les mettre les uns en face des autres. On n'a toujours pas progressé dans ce domaine-là. On les voit en direct sous le microscope et on suture l'épinèvre à l'épinèvre et on a le manchon d'axone qui va dans l'épinèvre. Et après, on taille. Il y a encore des problèmes. Ah ouais, heureusement. Une autre question? Voilà, avec oui. un PI 0 de niveau. Plus de questions? Bravo. Bon, écoutez, bravo.